Le monde musulman n'est pas un monde comme les autres. N'ouvrez une porte que si vous savez la refermer. Au moment, il faudra peut-être refermer la porte, parce que la misère du monde était finie. J'ai parlé avec Macron, évidemment, il était venu à Alger, on avait longuement discuté. Je lui dis, c'est trop tard. Il est trop tard pour affronter les problèmes frontalement. Il faut contourner les problèmes. En France, on trouve de grands noms dans la liste des renégats, mais les idiots et les opportunistes seront tués comme les autres à la fin de leur service. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais tous les pays, le Maroc, l'Algérie, on a mis en place des programmes très très concrets pour effectivement modifier l'opinion occidentale. Ils ont tous leur propre relais, ils ont mis en place leur organisation. On a rebattu les cartes dans tous les sens, mais au bout du compte, ce sont les islamistes qui ont gagné. Bonjour Boualem Sansal, bienvenue sur le plateau de FP+. Vous êtes écrivain. Ouais. À l'occasion de la parution de votre livre « Vivre le compte à rebours », vous venez à Paris pour présenter ce livre. On en parlera un peu plus tard. Vous avez notamment écrit Le Sermon des barbares en 1999, en 2013 Gouverner au nom d'Allah, ou encore 2084 La fin du monde en 2015. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, quel événement vous retenez de l'année passée, de 2023? Quel événement vous a marqué d'après vous la société française ou à l'international? Alors aujourd'hui, vraiment, on est des événements marquants, il y en a toutes les minutes. Hein. Donc c'est difficile de dégager un... il y a un événement qui m'a, je veux dire, vraiment touché parce que j'avais un parent qui se trouvait dans cette région de Turquie où il y a eu un énorme tremblement de terre et que cette personne a été portée disparue pendant un certain temps. Donc quand on a pu enfin avoir des informations sur elle, bon, c'est d'abord une grande inquiétude, puis un immense soulagement qui s'est traduit ensuite par des fêtes, des trucs. Mais sinon, sur le plan international, il y a bien sûr eu les attaques du 7 octobre. En France, il y a eu les émeutes. Ça, c'était vraiment terrible, mais en même temps, c'est une chose que moi, j'attendais depuis longtemps. Les émeutes? Oui, parce que je ne comprends pas qu'ici, en Europe, on n'ait pas compris que le Hamas allait sortir de on va dire, sa démarche de résistant à une occupation coloniale, enfin bref, à un autre schéma. Donc c'est carrément le terrorisme pour internationaliser la situation de conflit israélo-palestinien. Ce conflit était au départ un conflit international. C'était un conflit entre Israël et les pays arabes. Non, 52 pays arabes. Non, 22. 22 pays arabes, 52 pays musulmans. C'était déjà très international. Et puis, des stratèges sont arrivés en modifiant les rapports de force des uns et des autres. C'est devenu un conflit israélo-palestinien. Les Arabes ont trouvé le moyen de se désengager, parce qu'ils étaient engagés pour des raisons religieuses, politiques, nationalistes. C'était les résidus du panarabisme, de cette idéologie qui est née il y a longtemps, avant les indépendances des pays arabes, et qui s'est organisée comme institution. Les pays arabes ont créé leur ONU, c'est la Ligue arabe, avec toutes ces institutions. Et donc, cette affaire, le conflit était géré par les Arabes, à travers leur institution, la Ligue arabe, sur le plan politique, mais sur le plan, par exemple, l'UNESCO, l'équivalent de l'UNESCO, sur le plan culturel, et ainsi de suite. Et puis, je pense qu'à un moment donné, quand les Palestiniens sont arrivés à faire unité, parce que jusque-là, ils étaient très divisés. Enfin, ça n'existait pas. L'entité palestinienne n'existait pas. C'était du chacun pour soi. Il s'était créé N partis. Et Yasser Arafat, jouissant d'une autorité très particulière, qui est très ancienne, qui vient de sa famille, et notamment du grand mufti de Jérusalem, a pu fédérer toutes
toutes les parties, et il a dessaisi les Arabes, le panarabisme, c'est-à-dire c'est notre affaire. La Palestine, c'est... voilà. Et on va mener la bataille comme on veut. Et puis là aussi, des stratégies ont fait que c'est devenu un conflit israélo-Hamas. Pas gazaoui, Hamas seulement. Donc, et du coup, tout le monde s'est désengagé. Mais justement, vous parlez de désengagement des pays arabes, notamment avec les accords d'Abraham. Est-ce que alors, il faut réfuter la thèse du choc des civilisations à partir du moment où on dit qu'il y a eu des accords entre certains pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite est en bonne passe avec Israël, dans le cadre de ce conflit. Est-ce que la thèse, ou en tout cas l'idée selon laquelle il y a un choc des civilisations, elle est réfutée à travers ce conflit, en tout cas ces dernières années? Non, non, non. C'est pas lié à la Palestine. Non, non. La Palestine n'existait pas au moment de la création d'Israël. L'ONU décide de partager ce territoire qui n'a jamais été parfaitement défini entre Israël et qui, on ne sait pas, les Arabes. Mais quel pays? Et donc, il y a eu des tentatives entre les Arabes, mais ils n'étaient pas d'accord, les Arabes syriens, irakiens, marocains, qui étaient déjà... qui avaient une certaine autonomie de pensée et tout. Et c'était un accord entre Israël et rien. Et donc, les Arabes, c'était au départ représentés uniquement par les tribus qui vivaient en Palestine. Tribus syriennes au nord, tribus irakiennes, etc., etc. Et puis, ensuite, c'est qu'à un moment donné, et ça a d'ailleurs été l'occasion pour tenter de fédérer les États arabes. La Ligue arabe, enfin, la création de tout ça, apparition de leadership d'abord syrien, puis ensuite égyptien. Nasser est devenu le chef de la nation arabe, et donc il avait besoin, évidemment, il a récupéré le conflit, ça a donné une légitimité révolutionnaire intéressante, quoi. Donc, voilà. Et puis, avec le temps, les Palestiniens eux-mêmes qui ont créé 150 partis, alors, le FPLP, le truc, le machin, enfin bref, et chacun a choisi sa voie. Par exemple, le FPLP que je viens de Georges Habash, que je viens de citer, lui, dès le départ, a opté pour le terrorisme. Il dit, moi, je n'ai pas d'armée pour faire la guerre à un État puissant comme Israël. Je vais utiliser ce que je peux, c'est-à-dire le terrorisme. Il a fait appel à la bande Abadher, à Carlos, etc. Et ils ont activé l'attentat contre les Jeux Olympiques à Munich, les détournements d'avions. C'est lui, c'est Georges Habash. Mais c'est les chrétiens, c'est des Arabes chrétiens. Et puis les autres se sont créés toujours sous l'égide de quelque chose. Certains se sont créés sous l'égide des Algériens, d'autres plutôt les Syriens, les Yéménites. Et donc il y a eu une sorte de partage comme ça entre les États arabes, chacun pour se légitimer. Donc au départ c'était l'Égypte qui a tout pris. Et alors, ça lui a permis de démonétiser les deux grands partis concurrents à l'Égypte avec son panarabisme, c'était les bassistes, le parti basse syrien créé par des chrétiens, Michel Aflaq, qui était dans une vision, et le même parti bassiste irakien qui était sur une autre démarche. Et puis ensuite, il s'est créé un petit basse yéménite, et ensuite les pays maghrébins se sont dit non, nous aussi on doit avoir notre part dans cette affaire-là. Et justement, le conflit aujourd'hui, il a été importé en Occident et en France plus précisément. Comment vous jugez cette situation-là? Est-ce que ça a monté crescendo au vu de ce qu'il se passe et au vu notamment des diasporas, des différentes diasporas qui sont implantées en France? Je ne sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, il y en a certains ont la nationalité française. C'est un point essentiel. Voilà, maintenant, en France, en Occident, mais en France, parce que ça nous intéresse plus particulièrement, comment vous analysez la situation? Alors,
D'abord, il faut continuer pour arriver à l'Europe. Il y a Bien ce sûr. passage obligé. C'est qu'à un moment donné, est apparu un bonhomme, un peu un charisme extraordinaire. Yasser Arafat. Il est donc arrivé assez rapidement, il a quand même mis une bonne dizaine d'années, à dessaisir les Arabes de la Palestine. C'est pas votre affaire. Vous pouvez aider nous, militairement, politiquement, financièrement, mais c'est pas votre affaire. C'est la nôtre. Et donc, Yasser Arafat est devenu le champion des Palestiniens. Il a réussi. Et, mais cette unité était factice. Tant qu'il était vivant, ça a marché. Et puis, le jour où il est mort, eh ben, les groupes se sont palestiniens, chacun a pris son... Alors, bon, ben, certains étaient faisons la paix avec Israël, et il n'y a aucune raison que... mais sur quel territoire? Ben, c'est très compliqué. C'est qu'il faut prendre sur la Jordanie, il faut prendre sur la Syrie, il faut prendre sur l'Irak, il faut sur l'Égypte, du Golan. Le truc, c'est très compliqué. Comme entre-temps, Israël avait conquis des territoires, le Golan, le Sinaï. Ça devenait très, très, très compliqué. Et donc, conflit entre les Arabes, les Palestiniens considèrent les pays arabes tous comme des menteurs, des lâches, donc ils s'est détourné d'eux. Donnez-moi l'argent, il foutez-nous la paix. Et donc, l'idée, c'était de porter l'affaire en Occident. Voilà, ceux qui peuvent vraiment nous aider, c'est l'Occident, c'est les pays occidentaux. Alors, et ça a fonctionné, puisque à peu près tous les pays européens ont décidé finalement de soutenir les Palestiniens. Sous quelle forme? Peut-être un peu financière, diplomatique, et en appelant Israël à entrer dans des négociations. Ben, ils ont réussi, puisqu'il y a eu le Camp David, il y a eu Oslo. Donc, finalement, les Palestiniens ont plus gagné avec les Occidentaux qu'avec les pays arabes qui cherchaient, au fond, à les instrumentaliser, quoi, pour des questions internes. Hein. Et donc, en Europe, on les a accueillis, ils ont créé des ambassades à Paris, à Londres, aux États-Unis. Ils sont écoutés, et puis petit à petit, ce lobbying a formidablement fonctionné. Et puis là, on a commencé à avoir de plus en plus de condamnations d'Israël, venant surtout d'Occident. On dit, écoute, quand même, les Israéliens, ils devraient, etc., etc. Bon, voilà, c'est très... Vous nous avez donné un entretien il y a quelques semaines, après l'attaque à Crépol, avec la mort de Thomas notamment, et vous nous avez parlé d'un lien possible entre les émeutes de juin dernier, juin-juillet, les émeutes en France après la mort de Naël, les attaques du Hamas et la mort de Thomas à Crépol par des jeunes venus des quartiers de Romans-sur-Isère notamment. Qu'est-ce que ça veut dire ce lien, et est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République quand il parle de décivilisation, notamment pour ce qui est des émeutes et de la mort de Thomas à Crépol? Tout à fait. Comment vous l'analysez? Alors, c'est que jusqu'à une date relativement récente, alors, il faut voir que dans le monde arabo-musulman, il y a toujours eu deux courants qui ne se piffrent pas, qui ne sont pas du tout dans des stratégies complètement différentes. C'est le panarabisme, où on construit sur l'identité arabe. On est arabe d'abord. Puis là-dedans, on peut être chrétien, on peut être juif, on peut être musulman, on peut être chiite, sunnite, peu importe. On est identité arabe. C'est un peu le modèle européen. On n'a pas bâti l'Europe, l'Union européenne, sur des considérations religieuses. On a dit non, c'est les Français, les Allemands, les trucs, c'est les identités nationales. Donc on additionne à ce niveau-là. Mais très vite, on va dire peut-être même depuis quelques siècles, hein, c'est l'idée que le monde musulman n'est pas un monde comme les autres. Voilà. Et on a construit le pan-islamisme, qui lui regroupe 52 pays, pas les pays arabes, mais ils sont minoritaires. Quand on compte l'islam, c'est quasiment 2 milliards d'habitants. Si on ne compte que les pays arabes, c'est 350 millions. Et donc, ces deux courants qui ont créé donc la conférence mondiale islamique, la Ligue mondiale islamiste, et puis du coup, des pays très conservateurs se sont emparés de la chose, l'Arabie saoudite, etc., etc. Et donc, on est dans deux courants. Et l'Europe s'est trouvée prise là-dedans, entre trois courants. Le courant purement identitaire, c'est-à-dire les Algériens, c'est l'Algérie, capté par le pouvoir algérien.
pour les utiliser à ses propres fins. Le courant pan-arabiste, parce que évidemment, toutes les communautés arabes sont présentes en France, en Europe, et le courant islamiste. Alors, maintenant c'est sûr, depuis Kaboul, la guerre civile en Algérie et tout ça, les islamistes l'ont emporté. La revendication identitaire arabe, c'est fini, quoi. Ça prend plus. Ça prend plus parce que maintenant, de plus en plus, les musulmans de France sont français. Et ils ne se reconnaissent pas vraiment comme algériens, ou marocains, ou tunisiens. Ils se considèrent d'abord comme français. Donc, avec évidemment tenant compte du fait que ses parents, ses grands-parents sont algériens, marocains. Et donc, redistribution des cartes. Ces cartes, à aucun moment, n'ont cessé d'être rebattues. Parce que je fais court, forcément, le temps est là. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a eu une tentative d'abandonner tout ça. La religion, l'identité, c'est l'international socialiste. Parce on est tous passés par là. La Tunisie a été socialiste, l'Égypte, la Syrie, même le Maroc est passé par une phase. Donc c'était sur cette base-là, c'est le tiers-monde, le tiers-mondisme, le non-aligné. Donc au cours de l'histoire, on a rebattu les cartes dans tous les sens, mais au bout du compte, ce sont les islamistes qui ont gagné. Toutes les autres tentatives se sont avérées, elles ont fonctionné un certain temps. Puis... Et justement, sur cette montée de l'islamisme en Europe, et en France plus particulièrement, vous avez dit il y a quelques années à l'université de Nantes, j'ai rencontré Chirac, j'ai rencontré Sarkozy, j'ai rencontré Macron, bon nombre de ministres, et finalement aucun ne m'a réellement écouté, alors que je l'avais vécu en Algérie lors de la décennie noire. Qu'est-ce que, aujourd'hui, si vous étiez un conseiller d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui diriez sur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment s'en sortir? Comment la France peut-elle retourner, si je puis dire, la situation? Macron n'est pas venu avec... Moi, j'ai parlé avec Macron, évidemment, il était venu à Alger, on avait longuement discuté. Je lui dis... c'est trop tard, quoi. Il y a eu Sarkozy, il y a eu Hollande, il y a eu... toutes les portes sont ouvertes, on ne peut pas refermer toutes les portes. Je ne sais pas quel philosophe disait, philosophe d'ailleurs hindou, je crois, qui disait « N'ouvrez une porte que si vous savez la refermer ». Voilà. Sinon, c'est pas la peine. Donc, et là, on a ouvert des portes d'une manière très sympathique, à accueillir, comme disait Rocard, accueillir toute la misère du monde, puis on est riche, on peut aider, tout ça. D'accord, mais il faut aussi avoir l'idée qu'à un moment, il faudra peut-être refermer la porte, parce que la misère du monde est infinie. Voilà, donc... mais ça, c'était trop tard. Donc, les politiques, des mentalités, des institutions se sont mises en branle et on n'arrête pas une institution comme ça. Même si on la ferme, elle va continuer à fonctionner dans les mentalités, dans les... voilà, donc... et j'ai dit, donc... donc là, vous diriez à Emmanuel Macron, c'est trop tard. A toujours été celui-ci. Il est trop tard pour affronter les problèmes frontalement. Vous perdrez et puis vous passerez pour des... Il faut contourner les problèmes. J'avais dit à l'époque à Chirac, il faut sortir de la relation bilatérale, disons la France chrétienne moderne, avec un tiers-monde religieux. Vous allez rentrer dans des conflits de race, de réveiller des vieilles choses qu'on ne veut plus voir revenir sur... alors quelqu'un m'a écouté, c'était formidable, c'était Sarkozy, c'est de dire... On va créer l'Europe méditerranéenne. C'était l'Union pour la Méditerranée. Voilà, on ne traite pas, moi je traite avec vous, pas en tant qu'Algérien, pas en tant que musulman, pas en tant qu'Arabe. On fait union, on met en branle des programmes. Ça a été fait avant, dans le cadre du processus de Barcelone, où l'Europe mettait chaque année 10 milliards de dollars pour la rive sud. Comment amarrer les deux rives? 10 milliards chaque année, et on développe des programmes. Formation de journalistes, on a mis un programme qui a fonctionné pendant 15 ans. Formation, sensibilisation à la pollution de la Méditerranée est extraordinairement polluée. Donc on a mis des programmes, et ainsi de suite, comme ça. Comment les entreprises européennes qui sont hyper modernes peuvent collaborer avec des entreprises du Sud
qui sont hyper, on va dire, bon, enfin, ils sont pas très... eh bien, il faut faire la mise à niveau. Donc, on a mis ce qu'on a appelé la mise à niveau des entreprises. Donc, les entreprises soumissionnées, une entreprise algérienne qui veut exporter en France et tout, eh ben, elle émargeait, faisait une demande. L'Europe envoyait des experts pour améliorer la comptabilité, la qualité des produits, certifier les produits. Et le processus de Barcelone a été un chef-d'œuvre qui a fonctionné pendant très longtemps, beaucoup de progrès. Et puis l'argent a commencé à manquer et tout s'est arrêté. Parce que l'Europe, à un moment donné, son intérêt c'était plus de faire la mise à niveau avec les pays de l'Est qu'avec les pays du Sud. Justement, ce projet dont vous avez parlé de Nicolas Sarkozy n'a pas fonctionné sur le moyen et long terme. Et vous dites, dans un entretien accordé au Figaro il n'y a pas longtemps, en France, on trouve de grands noms dans la liste des renégats, je poursuis, mais les idiots et les opportunistes seront tués comme les autres à la fin de leur service. Quand vous parlez de renégats, c'est des associations, des politiques, des juges qui se sont carrément mis à la disposition pour des raisons tout à fait monétaires. Je veux dire que ces pays-là financent. Bon, il y a les idiots utiles, peut-être le font de manière spontanée. Je veux dire, ils sont acquis aux idées tiers-mondistes. Il faut aider le tiers-monde, la solidarité humaine. Enfin, donc et ça fonctionne et c'est très bien. Mais d'autres non, tout simplement. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais tous les pays, le Maroc, l'Algérie. Bon, l'Algérie, c'est pour les Algériens, le Maroc, c'est pour les Marocains. On a mis en place des programmes très, très concrets. C'est pas de la parlotte pour, effectivement, modifier l'opinion occidentale et puis de les embarquer carrément. Et ça a magnifiquement réussi. Aujourd'hui, l'Occident est totalement pieds et poings liés dans ces choses-là. Il ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Donc, il faut trouver les moyens de contourner. On a raté l'occasion avec Sarkozy, m'avait expliqué. Il m'a dit, oui, mais c'était vos présidents. Nous, on s'est dit, bon, mais qui va présider? Alors, on dit, la France et l'Égypte, qui paraissaient président Sarkozy, vice-président Moubarak, et puis ensuite la Commission et les états-majors. Et puis, en fait, le pays était sabordé par Angela Merkel. Angela Merkel dit, qui interpelle Sarkozy, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? L'union de la Méditerranée, la France avec la rive sud. La rive sud vous appartient, vous les Français? Elle appartient aussi à l'Espagne, à l'Italie, à la Grèce. Mais nous sommes un client et un fournisseur important de ces pays-là. Et donc, du coup, à un moment donné... Est-ce que ce projet, mais je vais élargir, c'est-à-dire toute la bonne volonté mise en avant par Emmanuel Macron avec le président algérien Tebboune, est-ce que tout ça aurait pu effacer la guerre d'Algérie, les souvenirs, les blessures, etc. Est-ce qu'au final, la guerre d'Algérie, elle n'est toujours pas terminée, peut-être d'après vous? Ah oui, elle continue. D'après vous, elle continue. Elle continue sous une autre forme, évidemment. C'est tout à fait normal. La France a des intérêts énormes en Algérie. Elle ne peut pas, comme ça, dire on abandonne. Non, elle se bat pour ses intérêts économiques, et culturels et stratégiques. Et l'Algérie, c'est pareil. Elle a une immigration importante. J'ai plusieurs millions d'Algériens là. Et donc, elle a le souci aussi de son... et donc il faut pouvoir transcender les choses. Mais le contexte français, le contexte algérien ont fait que tout s'est radicalisé. Il ne faut pas oublier qu'en Algérie, c'est une dictature militaire. Et que les militaires, pour eux, ont tout intérêt à ce que la guerre continue. C'est comme ça qu'ils arrivent à obtenir des budgets qui disent 15 milliards chaque année, que nous étions un peu toute petite armée de rien du tout. Maintenant, nous sommes une hyperpuissance. Nous sommes classés 16e armée dans le monde. On a des sous-marins, on a des trucs, on a des satellites, on a ultra moderne. Il y a plus d'ingénieurs militaires en Algérie que d'ingénieurs civils, et formés dans les meilleures écoles du monde. Donc une véritable armée un peu... donc il faut trouver... Alors Macron
a pensé, je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans son truc, mais je pense avoir décrypté des façons de cette manière-là, c'est qu'il croit à la symbolique de la guerre. Donc on va, à partir de la guerre, qu'est-ce qui nous sépare? C'est la guerre. Ok, puisons dans la guerre des choses qui pourraient permettre de rabibocher. Alors, bon, on restitue des machins, et on donne, on débaptise des places auxquelles on donne. Donc, c'est dans le symbolique. Il a fait appel à Benjamin Stora, qui lui est en plein dedans. Donc, il lui dit, il faut restituer les crânes, il faut restituer l'épée de l'émir Abdelkader, le fameux canon, c'était à l'époque le plus grand canon du monde, Merzouk. Construit par les Ottomans. Donc c'était, à l'époque des Ottomans, c'était le plus grand canon du monde. Et donc, quand l'Algérie a été colonisée et chassé les Ottomans, ils ont récupéré et aidé des masses-canons qui fait, je sais pas, quasiment 20 mètres, il peut tirer de là jusqu'à Marseille. Et donc, symboliquement, parce qu'on a construit ce canon du temps des Ottomans, il était sur un bastion qu'on appelle aujourd'hui le bastion 23, face à la France, et il est au bord de la mer, et il était là, c'est-à-dire il visait Toulon. Et alors, le bastion est là, on était rénové, c'est une merveille, on fait des rencontres littéraires et tout, musicales, maintenant, il sert à cela. Mais le canon n'y est pas. Les petits canons qui ont été faits, ils sont là, il y en a 20, tant et plus, un peu partout. Mais le canon qui symbolisait, la France refuse de le situer. Il y a des crânes de gens qui avaient été... Enfin, plein de... Certains disent que ce qu'il s'est passé lors des émeutes, même l'attaque à Crépol, je reviens à ces événements, sont les symptômes d'un début de guerre civile. Vous êtes d'accord avec cette analyse ou... Oui, c'est que c'est toujours très difficile de dater les choses et d'affirmer. Si on dit... en Algérie, on dit la guerre vraiment contre la France a vraiment démarré le 1er novembre 1954. En fait, elle n'a jamais cessé. Depuis l'émir Abdelkader, il y a toujours eu. Donc c'est très difficile de dater les choses puis entre-temps, les choses ont beaucoup changé, les idées ont changé, les motifs ont changé. En 1954, ça a été un nouveau motif. On était plein dans le panarabisme. Sans l'Égypte, cette affaire n'aurait pas pu démarrer. Donc on avait le soutien de l'Égypte et du coup ça a démarré sur cette rubrique-là, le panarabisme. En cours de route, c'est devenu le panislamisme. Enfin. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de la période de la décennie noire pour éviter justement cela? Pour éviter d'en arriver à ce que l'Algérie a connu dans les années 90? Moi, je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué. Donc nous sommes... alors en France, on pense que la guerre civile a commencé en 2000, les élections, interruption du processus électoral, les islamistes avaient gagné les élections législatives. Et dès le premier tour, majorité absolue. Au deuxième tour, ils allaient rafler la quasi-totalité. Et ils ont été maladroits, ils ont commencé à menacer, alors que le deuxième tour, c'était dans 15 jours. Donc ils ont dit, vous Algériens, d'une manière générale, s'adressant à tout le monde, nous avons fait la liste de tout ce que nous allons exécuter dans la semaine qui suit le deuxième tour. Donc du coup, des milliers d'Algériens, policiers, commissaires, officiers, sont partis. Les intellectuels, tous ceux qui pouvaient monnayer leur savoir, ont émigré au Canada, en France, en Allemagne, etc. Et les autres étaient piégés, comme moi, j'ai été piégé. Allez où, chez qui, comment et là, moi, je me souviens, donc, entre-temps, moi, j'étais professeur enseignant, puis on a fait appel à moi dans l'administration, parce que j'avais écrit un livre sur la gestion de la dette. Et comme l'Algérie était en train de négocier avec le FMI, on s'est dit, tiens, voilà, on a un expert, on va faire appel à lui. C'est comme ça que donc, je me suis retrouvé dans la haute administration, un jour, en tant que directeur général d'industrie. Je suis convoqué à une réunion au ministère de la Défense, avec beaucoup de fonctionnaires de l'intérieur, des AE, on était une quarantaine. Que des hauts fonctionnaires au plus haut niveau. Mais comme par hasard, que des francophones, il n'y avait pas d'arabophones, il y avait très peu de toute façon. Et puis on ne savait pas l'objet.
c'est de dire, donc ils ont fait semblant de rien, donc généraux qui disaient, à votre avis, comment on peut lutter contre ça? Ben, la guerre a démarré, hein, donc on était déjà à 50 000 morts. Hein. Et donc chacun, moi j'avais été, en tant qu'économiste, j'ai dit, il faut jouer à la carte économique. Vite, 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 relancer les investissements, créer une dynamique d'investissement, modifier les esprits, parce qu'on gagne de l'argent, on devient entreprenant, et on vise la modernité. L'industrie, c'est par définition moderne. Hein. Et puis d'autres, c'était plutôt, il faut dépoussiérer toutes nos lois, la bureaucratie, il faut que les gens puissent vivre et aller vers une vraie démocratie. Là, ce qu'il y avait, c'était une fausse démocratie. Les islamistes se sont imposés par la force. Le FNL était toujours là, adossé à l'armée. Le reste, c'était des petits partis de 2-3 personnes. Ils criaient dans le désert, c'est Baptiste dans le désert. Et donc, et à un moment donné, donc, ils ont vu, donc, ils disaient qu'ils n'ont rien compris, on va leur suggérer. Et effectivement, on nous a amené à ça. Est-ce qu'on peut se battre avec les islamistes, avec le droit, avec la gentillesse, avec... Ben, on était... Pour ceux qui connaissaient les islamistes, et je faisais partie de ceux-là aussi, hein, dire c'est peu probable, surtout pas avec la génération d'islamistes qui est là. Il faudra fabriquer ce que a fait essayer de faire la France, en disant, bon, on oublie ceux qui sont dans les banlieues, on va aller vers les islamistes modernes, frères musulmans, ça, et puis on va les intégrer. On va créer les unions islamiques, le CFCM, le culte musulman de France, etc. Toutes ces tentatives de rapprochement ont apparemment échoué parce que on a vu les polémiques après le 7 octobre, je ne vais pas revenir sur ces épisodes, mais les institutions musulmanes ont été montrées du doigt par rapport à certaines de leurs déclarations, notamment la Grande Mosquée de Paris, qui est sous influence, et c'est pas un secret de Polichinelle, voilà, d'Alger. Il téléphone à Alger tous les matins, le recteur, hein, il ne peut rien faire. Comme Bordeaux, ils appellent le palais, hein, donc ils ont un officier traitant, comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme l'Iran, ils ont tous... leur propre relais, ils ont mis en place leur organisation avec leurs idiots utiles qu'ils invitent, dont ils financent les recherches, ils donnent des bourses à leurs enfants, etc. etc. Hein. L'argent qu'ils distribuent ces pays-là pour les enfants de ces idiots utiles à Londres, parce qu'ils sont tous à Londres, ils sont en Californie, ils font des affaires, ils ont des start-up, puis c'est à eux qu'on commande des logiciels pour l'Arabie, donc il y a une énorme machine économique, financière derrière. Hein. Ce n'est pas les petites montres qu'on offre voilà, quelques idiots utiles ici, c'est une démarche mécanique lourde. Et comment vous imaginez maintenant la France dans 20 ans, 30 ans? Je crois que Macron ferait bien, par exemple, de rassembler une sorte de comité secret, hein, tout à fait, une trentaine, une quarantaine de personnes, peut-être voire même 100, s'il est possible de garder le secret. Hein, donc, et vraiment de réfléchir, d'abord faire un vrai diagnostic. Hein, donc, oui, parce que les élites politiques ne sont même pas d'accord sur le diagnostic. Ils ne sont même pas d'accord. Ils n'ont pas intérêt, parce que si vous êtes financé par les Qatars sur la base de telle vision de l'islam, et moi je suis financé par les Saoudiens sur une autre vision wahhabite on n'a pas intérêt à nous entendre. Vous perdrez votre fonds de commerce et moi je perds le mien. Donc on joue la division, bien sûr. Mais donc c'est pour ça, c'est la technique du contournement. Il faut contourner, il ne faut pas affronter frontalement les gens, parce qu'en plus ça les braque. Donc on va essayer de les contourner pour qu'ils ne voient rien. Et puis à un moment donné, eux-mêmes vont d'eux-mêmes entrer dans notre stratégie. Voilà, c'est les stratégies que depuis Sun Tzu, le chinois, on connaît parfaitement. Donc, et voilà, et ne pas chercher à tout faire. Il faut choisir 2-3 thèmes. Alors, donc je reviens à la réunion qu'on a eue à la Défense. C'était, à un moment donné, ils voyaient que nous on tournait en raisonnant l'intellectuel. Nous sommes de hauts fonctionnaires, mais on raisonne comme des élèves. Hein. Et ils disaient, bon,
Donc si on a bien compris, il nous disait ça, ni le droit, ni l'économie, ni finalement ne réglerait vraiment le problème à la racine. Alors il y a quoi? Ben, il ne restait plus qu'à les supprimer. Boum, on a bien compris. Mais comment justifier cela? Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Ça se fait au niveau de l'état-major de l'armée, c'est leur mission. Eux, ils ont examiné, ils ont étudié tous les cas de figure. Depuis Thucydide, il y a 3000 ans, jusqu'au Babylone, la Chine, Mao, ils ont tout étudié. Toutes les stratégies possibles et imaginables à l'école de guerre sont étudiées. Et avec des répétitions, et on essaye de dire si un jour on doit utiliser cette doctrine ou cette méthode avec les moyens modernes, comment on peut la transformer. Et donc, il y a des scénarios qui sont prêts, on appuie un bouton. Il suffit de... Mais moi, j'ai rencontré un patron des services secrets qui, du temps de Mitterrand, donc après, j'imagine que les gens ont changé, il dit, moi, de par ma fonction m'oblige tous les mois à venir avec un rapport manuscrit. C'est-à-dire, personne ne sait ce qu'il y a dedans, sauf moi. Et je suis, le 30 du mois, je dois me présenter à l'Élysée pour le remettre en main propre au président de la République. S'il veut maintenant le feuilleter, me poser des questions, je lui ai dit, il est debout, garde à vous, il attend. Il m'a dit, Mitterrand ne m'a jamais reçu. Il croit que nous, les services secrets, machin, c'est nous la cause des malheurs du monde. Et il me dit, moi, la loi m'oblige à sécuriser ce document parce que moi, je révèle des secrets, les plus grands secrets d'État. La loi m'oblige à ne laisser aucune trace. Donc, je détruis mon propre travail. Il m'a dit, je laisse passer 2-3 jours, je relance l'Élysée, chef de cabinet, est-ce que le président me reçoit ou pas? Sans nouvelle, il me dit, moi, au bout de 3-4 jours, pour sécuriser totalement le projet, le document, je le brûle. Moi, je le brûle. Je ne le fais pas brûler, moi. Je ne le passe pas à la moulinette, je le brûle. Et je disperse les cendres. Des fois, je suis un peu excessif dans mes propos, hein, mais si vous parlez trop gentiment, les gens ne vous écoutent qu'avec une demi-oreille. Hein, donc il faut un peu choquer, ça fait partie de la pédagogie. Je proposerais ça à Macron, c'est un cabinet secret où il ferait déjà un premier diagnostic. Quel est le maillon faible? Ce sera nécessairement violent, ça ne peut pas être doux. J'étais haut fonctionnaire, j'étais professeur, j'étais dans plusieurs conseils d'administration d'entreprises publiques. Tout s'est arrêté. J'ai été limogé de tous mes emplois. Est-ce que vous entendez les fourmis pleurer? On n'a pas les oreilles pour les entendre.